Ma famille m'a renié il y a des années à cause de fausses accusations venant de la petite amie de mon frère. Aujourd'hui que la vérité a éclaté, ils essaient de revenir dans ma vie, sans savoir que j'ai construit une nouvelle vie et une nouvelle famille sans eux. Salut tout le monde. Cette histoire va vraiment vous retourner le cerveau. Je parle d'une trahison du genre à vous faire douter de tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté familiale. Ça s'est passé il y a environ 8 ans, mais je suis enfin prêt à tout raconter, parce qu'honnêtement, garder tout ça pour moi me ronge depuis trop longtemps. Alors imaginez la scène. Moi, homme de 32 ans aujourd'hui, je vivais encore chez mes parents pendant que je terminais mon diplôme d'ingénieur et que je travaillais à temps partiel dans un garage local. J'avais 24 ans à l'époque. Mon petit frère, Kai, avait 22 ans et sortait avec une fille nommée Anita depuis environ 1 an et demi. C'était le genre de fille qui semblait parfaite sur le papier, jolie, intelligente, issue d'une bonne famille. Mes parents l'adoraient. Ils ne cessaient de dire à quel point Kai avait de la chance et qu'elle serait la belle-fille idéale. Moi, je ne l'ai jamais vraiment aimée. Il y avait quelque chose chez elle qui sonnait faux. Elle se montrait douce et polie devant mes parents, mais je l'avais surprise plusieurs fois à être odieuse avec les employés de service quand elle pensait que personne ne la voyait. Et puis, elle avait cette façon de faire des petites remarques sur moi qui semblaient être des blagues, mais qui n'en étaient pas vraiment, vous voyez? Des trucs du genre « Oh, tu vis encore chez tes parents? Quand est-ce que tu vas te reprendre en main comme Kai ?» avec ce sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Kai, lui, était complètement sous son emprise. Ce mec annulait des sorties avec ses amis, sautait des réunions de famille, réorganisait carrément toute sa vie autour d'Anita. C'était dur à regarder, mais c'était mon frère, alors je me disais qu'il finirait bien par s'en rendre compte tout seul. Le jour où tout a basculé avait pourtant commencé comme un jour normal. Je devais aider Kai à déménager quelques meubles de son appartement vers son nouveau logement. On avait prévu de se retrouver là-bas vers 15h pour commencer, mais vers 13h30, il m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais venir plus tôt, parce que sa voiture faisait un bruit bizarre et qu'il devait passer au garage. Il m'a dit qu'il risquait d'avoir 1 heure de retard, mais qu'Anita serait là pour me laisser entrer et qu'on pouvait déjà commencer à emballer quelques affaires. Pas de problème, me suis-je dit. J'ai pris un café en route, en pensant que je pourrais commencer à ranger ses livres ou autres. Kai m'avait donné un double de ses clés quelques mois plus tôt, donc je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'arrive à son immeuble vers 13h45, je monte au 3e étage. Le couloir était calme, la plupart des gens devaient être au travail en ce mardi après-midi. Je m'approche de la porte et j'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur. J'ai pensé qu'Anita était peut-être au téléphone ou en train de regarder la télé. J'ai sorti la clé, j'ai ouvert la porte et j'ai dit « Hey, c'est moi », pour ne pas la surprendre. C'est là que je les ai vus. Anita était plaquée contre le mur du salon, avec Alan collé à elle, ses mains partout sur son corps. Ils s'embrassaient comme des adolescents, complètement absorbés l'un par l'autre. Alan, le meilleur ami de mon frère depuis la fac. Le gars qui venait à tous nos anniversaires, à tous les barbecues familiaux depuis 3 ans. J'ai explosé. Vous vous foutez de moi ou quoi? Ils se sont écartés d'un bond. Le visage d'Anita est passé de la passion à la panique en une demi-seconde. Alan, lui, est devenu livide en me voyant. Pendant un moment, personne n'a rien dit. J'étais furieux. Sérieusement? Dans l'appartement de mon frère, ai-je lancé en les regardant tour à tour. Toujours rien. Puis Anita s'est mise à pleurer. Elle a repoussé Alan, s'est reculée vers le coin du mur, en sanglotant « S'il te plaît, ne lui dis pas, encore et encore ». Alan s'est mis entre nous, dans une posture bizarrement protectrice. « Mec, il faut que tu partes », m'a-t-il dit. Juste, pars. Comme si c'était moi qui n'avais rien à faire là. Kai est mon frère. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, ai-je répliqué. C'est là qu'Anita a commencé à vraiment paniquer. Elle hyperventilait, répétant des choses comme « Il va tout raconter » et « Kai ne me pardonnera jamais ». J'ai essayé de la calmer, mais elle devenait de plus en plus hystérique, et Alan continuait à me dire de partir. Finalement, j'ai dit « Tant pis » et je suis sorti. J'ai décidé d'appeler Kai et de le laisser gérer ça. Je conduisais en réfléchissant à la meilleure manière de lui annoncer qu'elle le trompait. Ça allait le détruire, mais il devait savoir. Il méritait mieux que d'être pris pour un idiot. Mais dans la soirée, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. C'était Kai. Il hurlait. « Qu'est-ce que t'as fait à Anita ?» La conversation ressemblait à un cauchemar. Il était tellement en colère que j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. Apparemment, Anita l'avait appelé juste après mon départ, en pleurs, et lui avait raconté que je l'avais agressé chez lui. Sa version, elle était seule quand j'étais arrivé pour aider au déménagement, et je m'étais jeté sur elle. Alan soutenait son histoire, disant qu'il nous avait surpris, qu'il avait essayé de m'arrêter, mais que j'étais trop fort, et que je les avais menacés. Je n'en croyais pas mes oreilles. Kai, c'est complètement insensé. Je les ai surpris en train de s'embrasser. Elle te trompe avec Alan. Tais-toi, a-t-il crié. Tu mens. Anita ne me tromperait jamais. Elle m'aime. T'es juste jaloux parce que t'arrives pas à avoir une fille comme elle. L'argument de la jalousie m'a frappé de plein fouet tellement c'était absurde. Je n'avais jamais été jaloux de leur relation. Si quelque chose, j'avais plutôt pitié de lui,
parce que je voyais à quel point elle le manipulait. J'ai essayé de lui expliquer ce qui s'était vraiment passé, mais il refusait d'écouter. Il m'a dit qu'Anita était en train de parler à la police. La police. J'avais l'impression d'être dans une autre dimension. Kai, écoute-moi. Je suis ton frère. Pourquoi je mentirais? Parce que t'as toujours détesté Anita, a-t-il répondu. T'as jamais supporté de me voir heureux. Eh bien félicitations. T'as réussi à détruire la meilleure chose qui me soit arrivée. Et il a raccroché. Je suis resté là, les mains tremblantes, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. 20 minutes plus tôt, je me demandais comment annoncer à mon frère que sa copine le trompait. Maintenant, j'étais apparemment un monstre. Je suis allé chez mes parents. Ils étaient dans la cuisine. Et ils savaient déjà. Kai les avait appelés avant moi. Ma mère pleurait, et mon père me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. C'est vrai, m'a-t-il demandé. Quoi donc? Que j'ai surpris Anita en train de le tromper et qu'elle ment pour se couvrir? Oui, c'est vrai. Ma mère a poussé un cri comme si je venais d'avouer un meurtre. Comment as-tu pu faire ça à ton frère? À cette gentille fille? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé, mais ils n'écoutaient pas plus que Kai. Ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. Ils préféraient croire que leur fils avait agressé quelqu'un plutôt qu'admettre que leur belle-fille parfaite était infidèle. Les heures qui ont suivi ont été surréalistes. Kai est rentrée à la maison avec Anita. Elle jouait la victime à la perfection, elle se mettait à pleurer dès qu'on la regardait, sursautait dès que j'entrais dans la pièce. Elle avait clairement étudié le comportement des victimes de traumatisme et offrait une performance digne d'un Oscar. Kai refusait de me regarder. Quand j'ai essayé de lui parler, il m'a dit de rester loin de sa copine. Mon propre frère me traitait comme un prédateur, dans notre propre maison. Le pire, c'était de voir mes parents réconforter Anita. Ma mère lui faisait du thé et lui disait à quel point elle était courageuse. Mon père tapotait Kai dans le dos, lui disant quel homme bien il était de soutenir sa copine. Pendant ce temps, j'étais assis juste là, leur vrai fils, et ils me traitaient comme un monstre. Personne ne me demandait ma version des faits. Personne ne semblait se soucier du fait que leur fils et frère pouvaient être innocents. Ils avaient déjà pris leur décision. Cette nuit-là, Kai m'a coincé dans le couloir, juste devant ma chambre. Je ne l'avais jamais vu comme ça, une colère froide, presque effrayante. Si tu t'approches encore d'Anita, je te démonte moi-même, m'a-t-il dit. Le petit frère à qui j'avais appris à lancer un ballon de football me parlait comme si j'étais son pire ennemi. Kai, elle ment. Je te jure devant Dieu, elle ment. Je l'ai surprise en train de te tromper et elle invente tout ça pour se couvrir. Il m'a attrapé par le col et m'a plaqué contre le mur. Mon petit frère me regardait comme s'il voulait me tuer. Tu vas continuer à mentir, même maintenant, a-t-il craché. Après ce que tu lui as fait? T'es malade, mec. Vraiment malade. Je l'ai repoussé. Très bien. Ne me crois pas. Mais quand tu découvriras la vérité, ne viens pas pleurer. La seule vérité, c'est que mon frère est un monstre, il a répondu. Et je ne te pardonnerai jamais. 2 jours plus tard, la police s'est présentée chez nous avec un mandat d'arrêt. Je m'y attendais. Anita avait déposé plainte, et Alan confirmait son histoire. Mais être menotté devant mes voisins, c'était une humiliation impossible à décrire. Le détective chargé de l'affaire, un homme plus âgé, me regardait comme si j'étais coupable dès la première minute. Pendant l'interrogatoire, il me posait des questions du genre « Vous l'aviez planifié ?» ou « C'était un crime passionnel ?» Comme s'il voulait juste me pousser à avouer quelque chose que je n'avais pas fait. Il avait cette attitude blasée de mec qui a tout entendu et qui ne croit plus personne. Je lui ai dit la vérité, que j'avais surpris Anita en train de tromper Kai et qu'elle mentait pour se protéger. Il m'a répondu que c'était exactement ce que disaient tous les types comme moi. Apparemment, affirmer que la victime mentait était une excuse tellement courante que ça me rendait encore plus suspect. Mes parents n'arrêtaient pas de me demander si j'étais sûr de ce que j'avais vu, comme si j'étais confus ou que j'avais peur d'avouer la vérité. La seule personne qui me croyait, c'était mon ami Jensen. Il disait qu'il avait toujours senti qu'Anita était louche. L'enquête a duré 6 longues semaines. 6 semaines de ma vie suspendue pendant que la police interrogeait des témoins et rassemblait des preuves. La maison était devenue un champ de bataille. Kai et Anita y étaient tout le temps, et elle jouait la victime à la perfection. Elle faisait des crises d'angoisse dès que j'entrais dans une pièce et se réfugiait dans les bras de mes parents en pleurant sur son traumatisme. La mise en scène ne s'arrêtait jamais, même quand elle croyait que personne ne la regardait. Kai, lui, restait à ses côtés, comme un chien de garde loyal. Il s'asseyait près d'elle pendant ses crises, et me lançait des regards pleins de haine, comme si j'étais un animal dangereux qu'il fallait surveiller. Mes parents étaient complètement dupés. Ils consolaient Anita et lui disaient à quel point ils étaient désolés que leur fils ait pu lui faire ça. J'avais l'impression d'être un fantôme dans ma propre maison. Le pire, c'est que personne ne voulait entendre ma version. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce qui s'était vraiment passé, ils me coupaient la parole en disant que je retraumatisais la victime. J'étais coupable jusqu'à preuve du contraire, et même là, ce n'était pas garanti. Mon université m'a suspendu dans l'attente du verdict. Mon employeur m'a licencié pour comportement inapproprié. Mes amis ont arrêté d'appeler, d'envoyer des messages. Dans notre petite ville, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre.
Je ne pouvais plus sortir sans sentir les regards, sans entendre les chuchotements. Jensen était le seul à rester à mes côtés. Il passait me voir, essayait de me changer les idées, ce qui rendait Kai furieux, au point qu'il quittait la pièce dès que Jensen arrivait. Jensen me répétait qu'il savait que j'étais innocent et que la vérité finirait par éclater. Parfois, je me demandais s'il le croyait vraiment ou s'il essayait juste d'être un bon ami, mais son soutien était tout ce qui me tenait debout. Environ un mois plus tard, le détective m'a rappelé pour un nouvel entretien. Il m'a dit qu'ils avaient examiné la version d'Alan et qu'ils avaient trouvé plusieurs incohérences. Apparemment, Alan avait changé 2 fois sa version sur ce qu'il avait vu, et sa chronologie ne collait pas avec celle d'Anita. Quand on ment, c'est difficile de garder tous les détails cohérents, surtout sous la pression de la police. Le détective m'a aussi dit qu'ils avaient demandé à voir les relevés téléphoniques d'Anita et qu'ils avaient trouvé des messages intéressants. Il n'a pas voulu me dire ce qu'ils contenaient, mais son attitude envers moi avait clairement changé. Il me posait d'autres types de questions, du genre « Avez-vous des preuves de l'affaire que vous prétendez avoir découverte ?» Pas de chance, il n'y avait aucune caméra de sécurité autour de l'appartement de Kai. Je n'avais aucune preuve, juste mes yeux, et visiblement, ça ne suffisait pas. 2 semaines plus tard, les charges ont été abandonnées. Le détective m'a appelé pour m'annoncer qu'il n'avait trouvé aucun élément soutenant les accusations d'Anita, et plusieurs preuves contredisant son histoire. Il m'a dit qu'il ne poursuivrait pas l'enquête. Le soulagement que j'ai ressenti était immense, mais teinté de colère, 6 semaines pour en arriver à une conclusion évidente. On pourrait croire que c'était la fin de l'histoire, mais pas du tout. La réaction de mes parents à l'abandon des charges a été « ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le prouver que ça ne s'est pas passé ». Ils ont dit qu'ils étaient déçus du système judiciaire et qu'ils savaient ce qu'ils croyaient. C'était comme s'ils préféraient avoir raison plutôt que d'accepter que leur fils soit innocent. Kai, lui, était encore pire. Il disait que l'abandon des charges ne prouvait rien. Les contorsions mentales étaient impressionnantes. Plutôt que d'admettre qu'ils s'étaient trompés, ils ont redoublé de conviction que j'étais coupable. Mais le pire, c'est qu'ils sont tous restés fidèles à Anita. Même après la chute de son mensonge, même après que la police ait prouvé que son histoire ne tenait pas, ma famille a continué de la croire. Elle venait toujours au dîner de famille. Kai la traitait toujours comme sa princesse. Mes parents la considéraient toujours comme leur future belle-fille. Et moi, j'étais celui qui n'était plus le bienvenu chez moi. Mes parents disaient que je pouvais rester, le temps de trouver une solution, mais il était clair qu'ils voulaient que je parte. Kai ne supportait même plus d'être dans la même pièce que moi. La maison où j'avais grandi pendant 24 ans était devenue froide, hostile, étrangère. Le coup de grâce est arrivé 2 semaines après la fin de l'affaire. J'ai surpris mes parents en train de discuter dans la cuisine. Ils disaient qu'ils étaient inquiets à l'idée de me garder à la maison et qu'ils devaient penser au confort d'Anita. Ils étaient littéralement en train de choisir la petite amie menteuse de mon frère plutôt que leur propre fils. La conversation était brutale. Ils se demandaient s'ils devaient me demander de partir définitivement, parce que ma présence mettait Anita mal à l'aise. Cette nuit-là, j'ai tout rangé dans ma voiture. J'ai laissé une note disant que je quittais la ville et qu'il ne devait pas me chercher. Je suis allé directement chez Jensen et je lui ai dit que j'en avais fini. Fini avec ma famille. Fini avec cette ville. Fini d'essayer de prouver mon innocence à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais coupable. Jensen a essayé de me dissuader, m'a dit que je devrais rester et me battre, mais j'en avais fini avec les combats. Parfois, il faut savoir quand s'en aller, même si partir signifie tout perdre, tout ce qu'on pensait important. Je savais que même si je me battais, le mal était déjà fait, et je n'avais aucune preuve. Je savais que je n'avais plus ma place dans ma famille. Alors je suis parti vers le nord, sans réel plan, juste avec l'idée de m'éloigner le plus possible. J'ai atterri à Montréal, simplement parce que c'était la première grande ville que j'ai croisée après avoir passé la frontière. Et honnêtement, la distance faisait du bien. Je me suis dit que si je devais disparaître, autant le faire correctement. Les panneaux en français et la monnaie différente donnaient l'impression d'un tout autre monde, exactement ce dont j'avais besoin. Les premiers mois ont été atroces. Je vivais dans un minuscule studio, dans un quartier plutôt louche, enchaînant les petits boulots de construction payés en liquide. Mon français était nul, alors je bossais surtout avec d'autres anglophones aussi désespérés que moi. L'équipe de chantier est devenue comme une famille temporaire, des gars qui ne posaient pas de questions sur ton passé et te jugeaient seulement sur ta capacité à manier un marteau et à te présenter à l'heure. Le plus dur, c'était la solitude. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus personne. Pas de famille, pas d'amis d'enfance, aucune attache. Juste moi, dans un pays étranger, essayant de reconstruire ma vie à partir de rien. Certaines nuits, je restais assis dans ce petit appartement à manger des nouilles instantanées, en me demandant si je n'avais pas commis la plus grosse erreur de ma vie. Le travail était épuisant, mais thérapeutique. Il y a quelque chose dans le fait de construire de ses mains qui aide à remettre de l'ordre dans sa tête quand tout s'écroule autour de soi. Je me suis spécialisé dans la charpente et le plâtre, un travail qui demandait précision et concentration. L'épuisement physique m'aidait à dormir, et la satisfaction de voir un bâtiment prendre forme petit à petit me donnait un sentiment de fierté, à une époque où tout le reste semblait sans espoir. Après environ 6 mois, j'ai changé de nom légalement.
Ça m'a coûté presque toutes mes économies, mais j'avais besoin de me débarrasser complètement de cette ancienne identité. Chaque fois que je voyais mon ancien nom sur un document, ça me rappelait tout ce qui s'était passé. Le nouveau nom, c'était comme enfiler des vêtements propres après avoir été couvert de boue. Jensen est resté en contact, ce qui m'a probablement sauvé la raison. Il m'appelait toutes les 2 semaines, et a fini par venir me voir plusieurs fois par an. C'était bon d'avoir au moins une personne de mon ancienne vie qui croyait encore en moi. Il me tenait au courant de ce qui se passait là-bas, même si, la plupart du temps, je n'avais pas envie de savoir. Entendre parler de ma famille qui continuait sa vie sans moi, c'était comme gratter une plaie qui refusait de guérir. Apparemment, Kai et Anita se sont vraiment rapprochés après mon départ. Il l'a demandé en mariage avec une mise en scène élaborée dans le parc où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Mes parents étaient ravis, parlant sans cesse de mariage et de petits-enfants. Kai avait eu une promotion et il s'était installé dans une vie bien rangée. De l'extérieur, ça ressemblait à une fin parfaite, sauf pour le fils et frère qu'ils avaient rejeté pour que tout cela arrive. Jensen ne l'a jamais dit directement, mais je sentais bien qu'il trouvait ma famille tordue d'avoir choisi Anita plutôt que moi. Il faisait parfois des remarques sur le fait qu'il ne demandait jamais de mes nouvelles, comme si ça ne les dérangeait pas de ne plus savoir où j'étais. Mais il m'était fidèle, pas à eux, alors il gardait la plupart de ses pensées pour lui. Il m'a quand même dit que certains amis communs avaient commencé à poser des questions sur ma disparition, mais Kai et mes parents racontaient simplement que j'étais parti travailler ailleurs. Après environ 1 an, j'ai vraiment commencé à reprendre pied. Je me suis inscrit à un programme universitaire pour finir mon diplôme d'ingénieur, en utilisant ma nouvelle identité et mon statut de résident canadien. Le retour à la vie académique a été brutal après des mois de travail physique, mais ça faisait du bien de réutiliser mon cerveau. J'ai fait quelques connaissances, rien de profond, juste des gens avec qui boire un verre ou regarder un match de hockey. Ma situation professionnelle s'est améliorée aussi. J'ai décroché un poste dans une entreprise de construction spécialisée dans les bâtiments commerciaux. Le salaire était correct, et le travail gratifiant. J'ai recommencé à sortir avec des filles vers la 2e année, même si la confiance restait un problème. Mais peu à peu, j'ai réussi à m'ouvrir, à trouver une routine, un appartement décent, un boulot que je n'exécrais pas, et des gens qui me connaissaient simplement comme un gars ordinaire. Tout ça m'a aidé à retrouver confiance en moi. Le vrai tournant, c'est quand j'ai rencontré April, vers la 3e année, dans un café près du campus. Elle était étudiante en soins infirmiers, originaire de Vancouver, et le courant est tout de suite passé. Elle était patiente avec mes blocages, ne me forçait jamais à parler quand je n'étais pas prêt. On a pris notre temps. Je lui ai dit que j'avais un passé compliqué, sans entrer dans les détails. Elle n'a jamais insisté pour en savoir plus, ce qui m'a encore plus mis en confiance. Quand j'ai finalement été prêt à tout lui raconter, ça faisait presque 1 an qu'on était ensemble, et elle me connaissait assez pour savoir que je n'étais pas capable de ce dont on m'avait accusé. April a tout changé pour moi. Elle m'a aidé à me souvenir de qui j'étais avant que tout parte en fumée. Sa famille, elle, était à l'opposé de la mienne. Elle avait grandi dans un foyer stable, avec des parents qui communiquaient avec leurs enfants et réglaient les problèmes ensemble au lieu de choisir un camp. Quand elle parlait de son enfance, c'était comme si elle venait d'une autre planète. On est vite devenu sérieux une fois que je me suis ouvert à elle. Elle a été la première personne, après Jensen, à entendre toute l'histoire et à me dire « C'est complètement fou que ta famille ait cru cette fille plutôt que toi ». Avoir quelqu'un qui validait que non, je ne rêvais pas, que tout ça était absurde, a énormément aidé ma santé mentale. Quand April m'a emmené à Vancouver pour rencontrer sa famille, ils m'ont accueilli comme si j'avais toujours fait partie du clan. Son père m'a appris à pêcher sur le fleuve Fraser. Sa mère m'a transmis des recettes familiales qui se transmettaient depuis des générations. Et personne n'a cherché à creuser mon passé ni à me faire sentir que je devais me justifier. Ils ont simplement accepté que j'étais important pour April, et ça leur suffisait. Les parents d'April étaient mariés depuis 30 ans et semblaient encore s'aimer sincèrement. Après environ 2 ans ensemble, April est tombée enceinte. Des jumeaux, ce qui était à la fois terrifiant et merveilleux. Un garçon et une fille. Je me souviens m'être dit que ces enfants ne connaîtraient jamais la douleur d'être abandonnés par leur famille. Quand je les ai tenus dans mes bras pour la première fois, tout a pris sens. Je savais que je donnerais ma vie pour les protéger, que jamais je ne laisserais quelqu'un leur faire du mal comme on m'en avait fait. Ces enfants allaient grandir en sachant que leur père les croirait toujours, les soutiendrait toujours, serait toujours de leur côté. Ils ont maintenant 4 ans, et ils sont tout pour moi. La famille d'April s'est investie d'une manière incroyable. Ses parents ont déménagé à Montréal pour se rapprocher des petits, prenant une retraite anticipée pour nous aider avec la garde. Son père m'a aidé à acheter une maison dans un bon quartier, avec de bonnes écoles, en cosignant le prêt quand mon historique de crédit n'était pas encore assez solide. Sa mère a pratiquement emménagé chez nous le premier mois après la naissance, faisant la lessive, préparant les repas et nous apprenant à gérer 2 bébés en même temps. J'ai été promu chef de chantier dans mon entreprise, avec un meilleur salaire et des horaires plus flexibles. Cette promotion m'a permis de passer plus de temps avec mes enfants tout en avançant dans ma carrière. April a terminé son diplôme d'infirmière et a trouvé un poste à l'hôpital pour enfants, parfait, car elle comprenait ce que vivaient les familles. Nous vivions vraiment un rêve. De bons emplois, une belle maison,
des enfants en bonne santé, une belle famille attentionnée. Les enfants ont grandi en pensant qu'ils n'avaient qu'un seul couple de grands-parents, et c'était normal pour eux. J'avais raconté à mes beaux-parents la vérité sur ma famille, et ils m'avaient clairement fait comprendre que, pour eux, j'étais désormais leur fils. Ils prenaient leur rôle de grands-parents très au sérieux, présents à chaque anniversaire, pièce d'école ou match de soccer. Mes enfants les appelaient « mamie » et « papy » et se faisaient gâter comme n'importe quels petits-enfants. Jensen continuait de venir, généralement 2 fois par an, et était devenu comme un oncle pour les enfants. Il l'adorait, et il adorait pouvoir les couvrir de cadeaux avant de nous les rendre quand ils devenaient grognons. Il me donnait encore des nouvelles de ce qui se passait là-bas, même si, à ce stade, je préférais ne plus rien savoir. Kai et Anita s'étaient mariés lors d'un grand mariage coûteux que mes parents avaient apparemment financé. Ils avaient acheté une maison à 3 rues de celle où nous avions grandi, assez près de mes parents pour qu'Anita puisse continuer à jouer à la belle-fille parfaite. Kai travaillait dans la même entreprise d'ingénierie où mon père avait travaillé avant de prendre sa retraite. C'était comme s'il vivait la vie que j'étais censé avoir, avec la femme qui m'avait empêché de la vivre. Jensen m'avait dit que mes parents ne mentionnaient jamais mon nom, ne demandaient jamais de mes nouvelles. C'était comme si je n'avais jamais existé. Ils avaient recréé une réalité alternative où leur fils s'appelait Kai, où leur belle-fille s'appelait Anita, et où j'avais été effacé de l'histoire familiale. Honnêtement, à ce moment-là, ça ne me faisait plus autant de mal qu'avant. J'avais une vraie famille, qui tenait à moi. Des enfants qui me prenaient pour un héros parce que je savais réparer leurs jouets cassés et faire des pancakes le samedi matin. Une vie bâtie sur la vérité, pas sur des mensonges. 8 ans après que tout se soit effondré, et 5 ans de vie paisible avec April et les jumeaux, l'univers a décidé de me mettre à l'épreuve à nouveau. C'était un samedi matin, et j'aidais mon fils avec ses devoirs de maths pendant qu'April et notre fille faisaient les courses. Juste une matinée ordinaire. La sonnette a retenti, et j'ai pensé que c'était sûrement un voisin ou un livreur. Mon fils a couru ouvrir avant que je puisse l'arrêter. Je l'ai entendu parler avec quelqu'un, mais je ne comprenais pas ce qui se disait. Puis il est revenu, l'air perplexe. « Papa, il y a un vieux monsieur à la porte qui dit qu'il est ton père. » Mon estomac s'est noué. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, et là, sur mon perron, se tenait mon père. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué que dans mon souvenir, mais c'était bien lui. Il portait un manteau d'hiver qui semblait cher, mais qui pendait sur ses épaules comme s'il avait récemment perdu du poids. Pendant un instant, j'ai cru que j'hallucinais. Cet homme qui m'avait renié 8 ans plus tôt se tenait là, devant chez moi, comme sorti d'un cauchemar. « Bonjour, mon fils » dit-il d'une voix calme. Sa voix n'avait pas changé, mais il y avait quelque chose de brisé dedans. J'ai claqué la porte si fort que tout le cadre a tremblé. Toutes ces vieilles émotions, la trahison, la colère, sont revenues d'un coup, comme si tout venait de se passer. Mes mains tremblaient, j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Mon père continuait de frapper et d'appeler mon nom, mon ancien nom, qui sonnait étranger après toutes ces années. « S'il te plaît, mon fils, ouvre cette porte et laisse-moi te parler. Je sais que tu es en colère, mais laisse-moi t'expliquer, je t'en prie. » Il y avait dans sa voix une détresse que je n'avais jamais entendue auparavant. Mais c'est à ce moment-là qu'April est rentrée avec notre fille. Elle m'a demandé qui était cet homme à la porte. Je lui ai expliqué la situation le plus simplement possible. April connaissait évidemment toute l'histoire, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un membre de ma famille apparaisse un jour sur notre pas de porte. Elle était furieuse pour moi, mais m'a dit de prendre mon temps, d'écouter ce qu'il avait à dire pendant qu'elle s'occupait des enfants. Elle les a emmenés dans leur chambre pour me laisser de l'espace afin d'affronter ça. J'ai alors ouvert la porte et laissé entrer mon père. Il a regardé autour de lui, observant les photos de famille accrochées au mur, les dessins des enfants sur le réfrigérateur, tous les signes d'une vie heureuse. Il y avait des photos d'anniversaires, de vacances, d'événements scolaires, des années de souvenirs dont il n'avait jamais fait partie. « Tu as bien réussi », dit-il, et sa voix portait une réelle admiration. « Pas grâce à toi », ai-je répondu froidement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il s'est assis lourdement sur le canapé et, d'un coup, il a semblé avoir tout son âge, 73 ans bien comptés. Ses cheveux étaient entièrement gris, et son visage marqué de rides que je ne lui connaissais pas. « J'ai quelque chose à te dire, quelque chose que nous avons découvert le mois dernier. » Ce qu'il m'a raconté ensuite était à la fois une revanche et une nouvelle blessure. Apparemment, le mariage de Kai et Anita n'était pas le conte de fées que tout le monde imaginait. Il y a environ 6 mois, Kai avait commencé à remarquer des comportements étranges chez Anita, elle devenait secrète avec son téléphone, trouvait des excuses pour sortir seule, restait tard au travail pour des projets qui ne semblaient jamais exister. Kai avait décidé d'enquêter avant de la confronter. Une soirée, alors qu'elle prétendait aller à son club de lecture, il l'avait suivie. Il avait trouvé sa voiture garée devant un restaurant du centre-ville. Il attendit dans sa voiture pendant 3 heures, jusqu'à ce qu'elle sorte du restaurant avec Alan. Mais il ne les affronta pas tout de suite. À la place, il commença à observer tout, son emploi du temps, ses excuses, son comportement quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Il commença à documenter l'affaire. Pendant des semaines, il les suivit, rassemblant des photos et des vidéos de leur relation. Il découvrit qu'elle avait toujours une liaison avec Alan, qui était maintenant marié et père de famille.
Ils se retrouvaient dans des hôtels, dans le bureau d'Alan après les heures de travail. En réalité, leur liaison n'avait jamais vraiment pris fin. Ils étaient simplement devenus plus prudents. Mais ce qui m'a fait bouillir de rage, c'est la suite. Ils entretenaient cette liaison depuis des années. Pas des mois, des années. Elle durait depuis avant même que je ne les surprenne la première fois, et s'était poursuivie pendant tout leur mariage. Kai avait trouvé des relevés de cartes de crédit montrant des réservations régulières d'hôtels pendant toute leur vie commune, ainsi que des preuves qu'ils se voyaient déjà avant le mariage. Elle menait une double vie depuis pratiquement le début de leur relation. Il découvrit aussi des messages entre eux. Et leur contenu était dévastateur. Ils parlaient de leur avenir ensemble, de quitter leurs conjoints respectifs, et même de ce qu'ils feraient si quelqu'un découvrait leur passé. Le pire, pendant leur mariage, Alan l'avait mise enceinte, et elle avait avorté sans rien dire à Kai, de peur que l'enfant ne soit pas de lui. Les messages les montraient en train de rire de la naïveté de Kai et de la facilité avec laquelle ils avaient dupé tout le monde. Dans ces échanges, Anita exprimait aussi sa peur que la famille découvre la vérité sur ce qu'ils avaient fait. Elle était terrifiée à l'idée que je prouve un jour mon innocence et révèle leurs mensonges. Ils avaient même discuté de ce qu'ils feraient si je revenais et essayais de dire la vérité à tout le monde. Quand Kai la confronta enfin avec toutes les preuves, elle s'effondra et avoua tout. Elle admit qu'elle et Alan étaient impliqués avant Kai, qu'ils n'avaient jamais vraiment cessé de se voir, et que, le jour où je les avais surpris, elle avait paniqué et inventé l'histoire d'agression pour se protéger. Elle craqua complètement et reconnut avoir tout inventé. Elle avait épousé Kai alors qu'elle aimait encore Alan. Elle avait laissé ma famille me détruire pour protéger son secret. Et elle avait prévu de quitter Kai pour Alan dès que le divorce de ce dernier serait finalisé, afin qu'ils puissent être ensemble au grand jour. Mon père avait appris tout cela lorsque Kai était venu lui demander conseil pour le divorce. Kai était complètement détruit. Il ne comprenait pas comment il avait pu être aussi aveugle, comment il avait pu gaspiller des années de sa vie pour une femme qui ne l'avait jamais aimé, et comment il avait pu détruire sa relation avec son frère pour quelqu'un qui avait menti sur tout depuis le début. Kai est dévasté, m'a dit mon père. Il sait qu'il a détruit sa relation avec toi pour une menteuse. Il veut t'appeler, s'excuser, mais il ne sait même pas comment te retrouver. Il demande à tout le monde s'ils savent où tu es parti, mais tu as complètement disparu. Je restais assis, essayant d'assimiler toutes ces informations. 8 ans trop tard, ma famille découvrait enfin la vérité. 8 ans après m'avoir jeté comme un déchet, il réalisait que j'avais dit la vérité depuis le début. Cette vindication aurait dû me soulager, mais après tout ce temps, elle sonnait creux. Et toi? Ai-je demandé à mon père. Quelle est ton excuse pour avoir cru en elle plutôt qu'en ton propre fils? Il baissa les yeux, et je vis des larmes lui monter aux yeux. Je n'en ai pas. Nous avions tort. Totalement tort. Nous avons laissé cette fille nous manipuler jusqu'à détruire notre propre famille, et nous vivons avec les conséquences depuis des années. Vraiment? Ai-je répliqué. Parce que d'après Jensen, vous sembliez plutôt satisfait de votre choix. Vous aviez votre belle-fille parfaite, votre mariage de conte de fées, votre petite famille heureuse. Vous m'avez simplement effacé du tableau et poursuivi votre vie comme si je n'avais jamais existé. On a essayé, admit-il. Mais pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Je me suis toujours demandé où tu étais, si tu allais bien, si tu pourrais un jour nous pardonner. Ta mère, elle n'est plus la même. Elle prend des antidépresseurs depuis des années. Elle pleure à chaque Noël, à chaque anniversaire, parce que son fils n'est pas là. Elle garde ta chambre intacte, comme si elle attendait ton retour. Son fils est là, ai-je répondu. Vous avez juste choisi de croire que j'étais un monstre plutôt que d'écouter ce que j'avais à dire. Nous avons parlé pendant environ 2 heures. Il m'a raconté comment le monde de Kai s'était effondré quand il avait appris la vérité, comment ma mère avait été anéantie en réalisant ce qu'il m'avait fait subir, comment ils essayaient tous de me retrouver pour réparer les choses. Il m'a dit qu'ils avaient engagé un détective privé qui avait fini par me localiser à Montréal. Je lui ai parlé de ma vie, de ma femme, de mes enfants, de mon travail, de mes beaux-parents qui m'avaient accueilli comme leur propre fils. Je lui ai montré des photos de ses petits-enfants qu'il ne connaîtrait jamais, lui ai raconté les traditions familiales qu'on avait créées, la vie que j'avais bâtie à partir de rien. Je veux arranger les choses, dit-il. Je sais que je ne peux pas effacer ce qu'on a fait, mais peut-être qu'on peut aller de l'avant. Peut-être qu'on peut redevenir une famille. Il n'y a pas de chemin vers l'avant, lui ai-je répondu. Vous avez fait votre choix il y a 8 ans. Vous avez cru une menteuse plutôt que votre propre fils. Vous m'avez rejeté comme si je ne valais rien, et maintenant vous voulez que je pardonne et oublie juste parce que vous avez enfin compris. Je lui ai parlé de mes années de thérapie, de mes problèmes de confiance, de la destruction complète de ma foi en la loyauté familiale. Je lui ai expliqué comment j'avais reconstruit ma vie avec des gens qui m'aimaient vraiment, et comment son apparition venait perturber la paix que j'avais mis des années à retrouver. Je suis désolé, dit-il en pleurant. Je suis désolé pour tout. Nous avons été de mauvais parents. Tu méritais mieux. Tes excuses arrivent trop tard, ai-je dit. J'ai maintenant une famille qui me choisit chaque jour, qui croit en moi, qui ne me rejetterait jamais pour les mensonges d'autrui. Tu peux repartir avec ta culpabilité et tes excuses vers la famille que tu as choisi de protéger. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte et lui ai dit de ne plus jamais me contacter.
Il m'a tendu un papier avec le numéro de Kai, disant que Kai voulait aussi s'excuser et espérait renouer le contact. Je l'ai jeté à la poubelle sans même le regarder, en m'assurant qu'il me voyait le faire. Après son départ, je me suis assis sur le canapé et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années, non pas de tristesse, mais parce que j'étais enfin, complètement libre. La vérité était sortie, ma famille savait qu'elle avait eu tort, et je n'en avais plus rien à faire. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici, dans cette maison, avec ma femme, mes enfants et la famille qui m'avait choisi. April est descendue après avoir couché les enfants et m'a trouvé assis là. « Ça va? Comment tu te sens ?» a-t-elle demandé en prenant ma main. Comme si je pouvais enfin tourner la page, ai-je répondu. Ils savent la vérité maintenant, mais ça ne change rien. C'est vous, ma famille. Vous êtes tout ce qui compte. Jensen a appelé plus tard dans la soirée pour prendre de mes nouvelles. Apparemment, mon père l'avait contacté pour obtenir mon adresse, et Jensen hésitait à me prévenir. Je lui ai raconté ce que mon père m'avait dit, et il a éclaté de rire. Il leur en aura fallu du temps pour comprendre, dit-il. Dommage qu'il t'ait perdu en chemin, leur perte, ai-je répondu, et pour la première fois en 7 ans, je le pensais vraiment. Edien, beaucoup me demandent si je vais reprendre contact avec Kai. La réponse est non. Il a eu 8 ans pour remettre en question l'histoire d'Anita ou au moins douter d'elle. Au lieu de ça, il l'a épousée et a vécu heureux pendant que je reconstruisais ma vie à partir de rien. Certains ponts brûlent à jamais, et c'est très bien ainsi. Eddie 2, pour ceux qui demandent à propos de mes enfants, ils savent que je viens des États-Unis et que j'ai de la famille là-bas à qui je ne parle pas. Quand ils seront plus grands, je leur raconterai toute l'histoire. Pour l'instant, ce sont juste des enfants heureux, avec des parents qui les aiment et des grands-parents qui les gâtent. Et c'est exactement comme ça que je veux que les choses restent.